Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Critique de la raison pure par Emmanuel Kant lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Chapitre 1 – Des paralogismes de la raison pure. Le paralogisme logique consiste dans la fausseté formelle d'un raisonnement, de raison, quel qu'en soit par ailleurs le contenu. Un paralogisme transcendantal, en revanche, possède un fondement transcendantal qui incite à produire des conclusions fausses quant à leur forme. En sorte qu'un raisonnement fautif de ce type aura son fondement dans la nature de la raison humaine et induira une illusion inévitable, bien qu'il ne soit pas impossible d'en séparer les éléments. Nous en arrivons maintenant à un concept qui n'a pas été inscrit plus haut dans la liste générale des concepts transcendantaux, mais qu'il faut cependant y rattacher, sans qu'il faille pour autant le moins du monde modifier cette table et la déclarer incomplète. Je veux parler du concept ou, si l'on préfère, du jugement, je pense. Or, on voit aisément qu'il est le véhicule de tous les concepts en général, et par conséquent aussi des concepts transcendantaux, qu'ainsi il se trouve toujours compris en eux et qu'il est par conséquent tout aussi transcendantal que, sans que pourtant il puisse avoir de titre particulier qui lui corresponde, puisqu'il sert uniquement à mettre en évidence l'appartenance de toute pensée à la conscience. Néanmoins, si pur qu'il soit de tout empirisme, de toute impression des sens, ce concept sert pourtant à différencier deux sortes d'objets à partir de la nature duale de notre faculté de représentation. Je, en tant que pensant, suis un objet du sens interne et m'appelle âme. Ce qui est un objet des sens externes s'appelle corps. En vertu de quoi le terme « je », en tant qu'être pensant, désigne déjà l'objet de la psychologie, laquelle peut être appelée la science rationnelle de l'âme dans tous les cas où je ne désire savoir sur l'âme rien de plus que ce qui peut être conclu à partir de ce seul concept « je », dès lors qu'il se présente dans toute pensée, et ceci indépendamment de toute expérience, laquelle me détermine plus précisément et in concreto. Or la doctrine rationnelle de l'âme est bien une entreprise de ce type, car si la moindre dimension empirique de ma pensée, si une quelconque perception particulière de mon état interne se trouvait encore mêlée aux principes de connaissance qui sont ceux de cette science, elle ne serait plus doctrine rationnelle de l'âme, mais doctrine empirique. Nous avons donc déjà devant nous une prétendue science construite sur l'unique expression « je pense », et dont nous pouvons ici rechercher tout à fait pertinemment le fondement ou l'absence de fondement selon une démarche conforme à la nature d'une philosophie transcendantale. Il ne faut pas s'arrêter au fait que, vis-à-vis de cette expression, qui exprime la perception de soi-même, j'ai en tout état de cause une expérience interne, pour en conclure que la psychologie rationnelle, qui est édifiée sur cette seule base, ne serait jamais pure. Mais se trouverait en partie fondée sur un principe empirique. Cette perception interne, en effet, n'est rien de plus que la simple aperception. Je pense, laquelle justement rend possible tous les concepts transcendantaux où l'on dit « je pense la substance », « je pense la cause », etc. Car l'expérience interne en général et sa possibilité, ou encore la perception en général et son rapport à une autre perception, ne peuvent être considérés pour autant comme des connaissances empiriques, sauf à ce que soit donné en sus, empiriquement. Quelques distinctions particulières ou quelques déterminations venant les spécifier. Elles doivent bien plutôt être regardées comme des connaissances de l'empirique en général, ce qui les fait relever de la recherche de la possibilité de toute expérience, laquelle est assurément transcendantale. Le moindre objet de la perception, par exemple, simplement le plaisir ou la peine, qui viendrait s'ajouter à la représentation universelle de la conscience de soi transformerait aussitôt la psychologie rationnelle en psychologie empirique. Je pense est donc le texte unique de la psychologie rationnelle à partir duquel elle doit développer toute sa science. On voit donc facilement que si cette pensée doit être rapportée à un objet, moi-même, elle ne peut rien contenir d'autre que des prédicats transcendantaux de cet objet, puisque le moindre prédicat empirique viendrait corrompre la pureté rationnelle et l'indépendance de cette science à l'égard de toute expérience. Mais nous n'aurons qu'à suivre le fil conducteur des catégories. Simplement, comme ici, une chose, le je, en tant qu'être pensant, nous a d'abord été donné, nous ne modifierons certes pas l'ordre des catégories les unes par rapport aux autres, tel qu'il a été présenté plus haut dans la table, mais cependant nous partirons maintenant de la catégorie de substance, par laquelle une chose est représentée en elle-même,
et nous suivrons ainsi en sens inverse la série des catégories. La topique de la doctrine rationnelle de l'âme, d'où tout ce qu'elle est susceptible de contenir doit être dérivée, est par conséquent la suivante. Débutable. 1. L'âme est substance. 2. Qualitativement simple. 3. Numériquement identique au long des divers temps où elle existe, c'est-à-dire unité, non pluralité. 4. En rapport avec des objets possibles dans l'espace. De ces principes élémentaires proviennent tous les concepts de la doctrine pure de l'âme, uniquement par leur combinaison et sans qu'il y ait à connaître le moins du monde un autre principe. Cette substance, considérée simplement comme objet du sens interne, fournit le concept de l'immatérialité. En tant que substance simple, celui de l'incorruptibilité. Son identité, en tant que substance intellectuelle, donne la personnalité. Et ces trois concepts pris ensemble fournissent la spiritualité. Le rapport aux objets dans l'espace donne le commerce avec les corps. En vertu de quoi la psychologie pure représente la substance pensante comme le principe de la vie dans la matière, c'est-à-dire comme une âme, anima, et comme le principe de l'animalité. Celle-ci, contenue dans les limites de la spiritualité, donne l'immortalité. À cet ensemble correspondent alors 4 paralogismes d'une doctrine transcendantale de l'âme, que l'on tient faussement pour une science de la raison pure touchant la nature de notre être pensant. Pour le fondement de cette doctrine, nous ne pouvons toutefois rien prendre d'autre que la représentation simple et par elle-même vide de contenu. Représentation dont on ne peut pas même dire qu'elle soit un concept, mais qu'elle est une simple conscience accompagnant tous les concepts. À travers ce jeu, cet il ou ce ça, la chose, qui pense, on ne se représente rien de plus qu'un sujet transcendantal des pensées égale X, lequel sujet n'est connu que par les pensées, qui sont ses prédicats, et duquel, s'il est considéré abstraction faite de celle-ci, nous ne pouvons jamais avoir le moindre concept. Ainsi nous trouvons-nous à son propos constamment dans un cercle, puisqu'en premier lieu et à chaque fois, il nous faut nous servir de sa représentation pour énoncer à son endroit un quelconque jugement, difficulté qui ne peut être séparée de la dite représentation simple puisque la conscience, en soi, n'est pas tant une représentation distinguant un objet particulier qu'une forme de la représentation en général, en tant qu'elle doit être nommée connaissance, car c'est de la représentation seule que je puis dire qu'à travers elle je pense quelque chose. Mais il doit de prime abord sembler étrange que la condition sous laquelle je pense en général, et qui par conséquent est simplement une propriété constitutive de ma qualité de sujet, doivent être en même temps valables pour tout ce qui pense, et que nous puissions prétendre fonder sur une proposition d'apparence empirique un jugement apodictique et universel énonçant que tout ce qui pense est constitué comme la conscience que j'ai de moi-même déclare que je suis moi-même constitué. La cause en est néanmoins qu'il nous faut nécessairement attribuer a priori aux choses toutes les propriétés qui constituent les conditions sous lesquelles nous les pensons. Or je ne peux avoir la moindre représentation d'un être pensant par une quelconque expérience externe, mais uniquement par la conscience que j'ai de moi-même. C'est toute l'expérience du langage qui est ici, comme trop souvent chez Kant, ignorée. De tels objets ne sont donc rien d'autre que le transfert de cette conscience de moi-même, qui devient par ce transfert la conscience de soi-même, à d'autres choses, qui ne peuvent être représentées comme des êtres pensants qu'à la faveur de cette opération. Mais la proposition, je pense, n'est prise ici que dans un sens problématique. Nous ne regardons pas s'il lui est possible de contenir la perception d'une existence, le cogito, ergo sum de Descartes, nous la considérons uniquement au point de vue de sa possibilité. Afin de voir quelles propriétés peuvent découler de cette si simple proposition en ce qui concerne son sujet, qu'il existe ou non. S'il y avait, au fondement de notre connaissance rationnelle pure des êtres pensants en général, davantage que le cogito, si nous nous y aidions des observations que nous faisons sur le jeu de nos pensées et des lois naturelles propres aux sujets pensants susceptibles d'en être tirés, il en résulterait une psychologie empirique, qui serait une sorte de physiologie du sens interne et pourrait servir peut-être à en expliquer les phénomènes, mais jamais à en révéler des propriétés n'appartenant aucunement à l'expérience possible, comme celle de la simplicité, B 406. Ni à apporter quelque enseignement apodictique concernant la nature des êtres pensants en général. Il ne s'agirait donc pas d'une psychologie rationnelle. Or, étant donné que la proposition « je pense », prise en un sens problématique, contient la forme de tout jugement de l'entendement en général et qu'elle accompagne toutes les catégories à titre de véhicule,
il est clair que les conclusions susceptibles d'en être tirées ne sauraient contenir qu'un usage transcendantal de l'entendement, usage qui exclut tout mélange avec quoi que ce soit provenant de l'expérience, et du progrès duquel. D'après ce que nous avons montré plus haut, nous ne pouvons à l'avance nous faire aucune idée favorable. Nous allons donc le suivre d'un regard critique à travers tous les prédicaments de la psychologie pure, tout en nous efforçant cependant de procéder à l'examen de ceux-ci, par souci de brièveté, selon un enchaînement que rien ne viendra interrompre. Premier paralogisme, paralogisme de la substantialité, ce dont la représentation est le sujet absolu de nos jugements, et qui par conséquent ne peut être utilisé comme détermination d'une autre chose, est substance. En tant qu'être pensant, je suis le sujet absolu de tous mes jugements possibles, et cette représentation de moi-même ne peut pas être utilisée comme prédicat d'une quelconque autre chose. Donc, en tant qu'être pensant, âme, je suis substance. Critique du premier paralogisme de la psychologie pure, dans la partie analytique de la logique transcendantale, nous avons montré que les catégories pures, et, parmi elles, cela vaut aussi pour celles de substance, n'ont en elles-mêmes absolument aucune signification objective, dans tous les cas où on ne le subsume pas une intuition au divers de laquelle elles puissent être appliquées en tant que fonction de l'unité synthétique. Elles ne sont sans cela que des fonctions d'un jugement dépourvu de contenu. De chaque chose en général, je peux dire qu'elle est substance, en tant que je la distingue de simples prédicats et déterminations des choses. Or, dans tout acte de pensée, le moi est le sujet auquel les contenus de pensée sont inhérents en tant qu'ils en constituent simplement des déterminations, et ce moi ne peut être utilisé comme la détermination d'une autre chose. Chacun doit donc se regarder soi-même comme substance, mais regarder ses pensées comme de simples accidents de son existence et comme des déterminations de son état. Cela dit, quel usage dois-je faire de ce concept d'une substance? Que, comme être pensant, je continue par moi-même de durer, sans naître ni périr de façon naturelle, je ne saurais aucunement le conclure à partir de là, et c'est pourtant à cela seul que peut me servir le concept de la substantialité de mon sujet pensant, étant entendu que, hors cet usage, je pourrais parfaitement bien m'en dispenser. Loin que l'on puisse inférer ses propriétés à partir de la simple catégorie pure d'une substance, nous sommes au contraire bien plutôt obligés de prendre pour principe la persistance d'un objet donné procédant de l'expérience, quand nous voulons lui appliquer le concept d'une substance, tel qu'il est susceptible d'être utilisé empiriquement. Or, nous n'avons pris aucune expérience pour fondement de notre proposition, mais nous avons simplement tiré une conclusion en partant du concept de la relation que tout acte de pensée entretient avec le moi, en tant que ce dernier constitue le sujet commun auquel cet acte de pensée est inhérent. Nous ne pourrions, quand bien même nous nous y appliquerions, démontrer une telle persistance par aucune observation certaine. Car le moi est certes dans tous les contenus de pensée, mais ne se trouve lié à cette représentation pas la moindre intuition qui la distingue d'autres objets de l'intuition. On peut donc assurément percevoir que cette représentation reparaît toujours dans tout acte de pensée, mais non pas qu'elle constitue une intuition stable et permanente dans laquelle les contenus de pensée, dans ce qu'ils ont de variable, se succèdent. Il s'ensuit que le premier raisonnement de la psychologie transcendantale ne nous apporte qu'une prétendue lumière nouvelle en nous donnant ce qui se présente constamment comme sujet logique de l'activité de pensée pour la connaissance du sujet réel de l'inhérence, sujet réel dont nous n'avons, ni ne pouvons avoir, la moindre connaissance dans la mesure en effet où la conscience est la seule instance qui fasse, de toutes nos représentations, des pensées, et dans laquelle par conséquent, en tant qu'elle constitue le sujet transcendantal, doivent se rencontrer toutes nos perceptions, et en dehors de cette signification logique du moi, nous n'avons aucune connaissance du sujet en soi qui, comme substrat, se trouve au fondement de ce moi aussi bien que de toutes les pensées. Cependant, on peut parfaitement bien conserver cette proposition. L'âme est substance, dès lors simplement que l'on se résout à admettre que le concept dont nous disposons ainsi ne nous conduit pas plus loin, ni ne peut non plus nous apporter un enseignement vis-à-vis de l'une quelconque des conclusions habituelles de la psychologie prétendument rationnelle, comme, par exemple, la persistance de l'âme à travers tous ces changements, et même après la mort de l'être humain, bref, dès lors que nous admettons qu'il désigne donc seulement une substance dans l'idée, mais non point dans la réalité. Deuxième paralogisme. Paralogisme de la simplicité, la chose dont l'action ne peut jamais être considérée comme le concours de plusieurs choses agissantes et simples. Or, l'âme,
autrement dit le moi pensant, est une telle chose. Donc, etc. Critique du deuxième paralogisme de la psychologie transcendantale. C'est là l'Achille de tous les raisonnements dialectiques de la psychologie pure, non pas simplement un jeu sophistique imaginé par quelques dogmatiques pour donner à ces affirmations quelque apparence fugitive, mais un syllogisme qui semble soutenir l'examen le plus pénétrant et l'enquête la plus scrupuleuse. Le voici. Toute substance composée est un agrégat de plusieurs, et l'action d'un composé ou ce qui est inhérent à ce composé comme tel est un agrégat de plusieurs actions ou accidents répartis dans la multitude des substances. Or, un effet qui provient du concours de plusieurs substances agissantes est assurément possible si cet effet est simplement extérieur. Ainsi, par exemple, le mouvement d'un corps est le mouvement combiné de toutes ses parties. Simplement en va-t-il tout autrement lorsqu'il s'agit de pensées, qui constituent des accidents internes appartenant à un être pensant. Supposons en effet que le composé pense, chacune de ses parties renfermerait une partie de la pensée, alors que ce serait seulement tout ensemble qu'elle contiendrait la pensée entière. Or, cela est contradictoire. En effet, puisque les représentations qui sont réparties entre différents êtres, par exemple, les divers mots formant un vers, ne constituent jamais une pensée entière, un vers, la pensée ne peut être inhérente à un composé comme tel. Elle n'est donc possible que dans une substance une, qui n'est pas un agrégat de plusieurs et qui, par conséquent, est absolument simple. Ce que l'on désigne comme le nervus probandi de cet argument réside dans la proposition suivante. Plusieurs représentations doivent être contenues dans l'unité absolue du sujet pensant pour constituer une pensée. Reste que nul ne peut prouver cette proposition par concept. Car d'où pourrait-on bien partir pour y arriver ? On ne saurait traiter comme analytique la proposition selon laquelle une pensée ne peut être l'effet que de l'absolue unité de l'être pensant. Car l'unité de la pensée composée de plusieurs représentations est collective et peut se rapporter, du point de vue des seuls concepts, tout aussi bien à l'unité collective des substances qui coopèrent à sa production, comme le mouvement d'un corps est le mouvement composé de toutes ses parties, qu'à l'unité absolue du sujet. D'après la règle de l'identité, il est donc impossible de voir clairement la nécessité, pour une pensée composée, de supposer une substance simple. Mais que cette même proposition doive être connue synthétiquement et totalement a priori à partir de simples concepts, nul n'osera le soutenir, dès lors qu'il perçoit le fondement de la possibilité des propositions synthétiques a priori, telles que nous l'avons présentées plus haut. Cependant, il est également impossible de déduire de l'expérience cette unité nécessaire du sujet comme constituant la condition de possibilité de chaque pensée. Car l'expérience ne nous donne à connaître aucune nécessité, sans compter que le concept de l'unité absolue dépasse largement sa sphère. D'où prenons-nous dès lors cette proposition sur laquelle repose tout le raisonnement psychologique ? Il est manifeste que, quand on veut se représenter un être pensant, force est de se mettre soi-même à sa place et donc de substituer son propre sujet à l'objet que l'on voudrait considérer, ce qui n'est le cas dans aucun autre type de recherche, et que nous n'exigeons l'absolue unité du sujet pour une pensée que dans la mesure où, si tel n'était pas le cas, nous ne pourrions dire « je pense », le divers inscrit dans une représentation. En effet, bien que le tout constitué par la pensée puisse être partagé et distribué entre plusieurs sujets, le moi subjectif ne peut en revanche être partagé et distribué, et ce moi, nous le supposons cependant à propos de toute pensée. Ici donc, comme dans le paralogisme précédent, la proposition formelle de la perception « je pense » reste tout le fondement sur la base duquel la psychologie rationnelle tente de procéder à l'accroissement de ses connaissances. Et cette proposition n'est certes pas une expérience, mais correspond à la forme de la perception inhérente à toute expérience. Et qui la précède, même si elle ne doit jamais être considérée, vis-à-vis d'une expérience possible en général que comme une condition simplement subjective dont nous faisons à tort la condition de possibilité d'une connaissance des objets, c'est-à-dire un concept de l'être pensant en général, parce que nous ne pouvons nous représenter ce dernier sans nous mettre nous-mêmes, avec la formule de notre conscience, à la place de tout autre être intelligent. Cela dit, la simplicité de moi-même, en tant qu'âme, n'est pas non plus une conclusion tirée effectivement de la proposition « je pense », mais elle est au contraire déjà inscrite en toute pensée. La proposition « je suis simple » doit être considérée comme une expression immédiate de la perception, tout comme le prétendu raisonnement de Descartes. Cogito, ergo sum, est en fait tautologique,
dans la mesure où le cogito, sum cogitant, énonce immédiatement la réalité de cette existence. Or, je suis simple n'a pas d'autre signification que de dire que cette représentation, je, ne contient pas en elle la moindre diversité et qu'elle est une unité absolue, bien que purement logique. Ainsi donc cette si célèbre preuve psychologique n'est-elle fondée que sur l'unité indivisible d'une représentation qui ne fait que diriger le verbe du côté d'une seule personne. Mais il est manifeste que le sujet de l'inhérence n'est indiqué, par le « je », attaché à la pensée, que de manière transcendantale, sans qu'en soit remarquée la moindre propriété, ou sans qu'on en connaisse ou sache quoi que ce soit. Ce terme signifie un quelque chose en général, sujet transcendantal, dont la représentation doit être absolument simple, par le fait même qu'on n'y détermine rigoureusement rien, puisque, de fait, rien ne peut assurément être représenté avec davantage de simplicité qu'à travers le concept d'un pur quelque chose. Mais la représentation de la simplicité d'un sujet n'est pas pour autant une connaissance de la simplicité du sujet lui-même, car abstraction se trouve totalement faite de ses propriétés quand il est désigné exclusivement par l'expression entièrement vide de contenu. Je, expression que je peux appliquer à tout sujet pensant. Ainsi, il est certain que je pense toujours, à travers le je, une unité absolue, bien que purement logique, du sujet, simplicité, mais je ne connais point, par là, la simplicité réelle de mon sujet. De même que la proposition « je suis une substance » ne signifie rien de plus que la catégorie pure, dont je ne peux faire aucun usage in concreto, empirique. De même il m'est aussi permis de dire « je suis une substance simple », c'est-à-dire une substance dont la représentation ne contient jamais une synthèse d'un divers. Mais ce concept, voire cette proposition, ne nous enseigne absolument rien vis-à-vis de moi-même comme objet de l'expérience, parce que le concept de substance n'est lui-même utilisé que comme fonction de la synthèse, sans qu'aucune intuition lui soit subsumée, par conséquent sans objet, et qu'il n'a de valeur que relativement à la condition de notre connaissance, mais non par rapport à un quelconque objet que l'on puisse indiquer. Reste à faire l'épreuve de la prétendue utilité de cette proposition. Chacun doit convenir que l'affirmation de la nature simple de l'âme ne saurait avoir quelque valeur qu'en tant qu'il me serait possible par là de distinguer ce sujet pensant de toute matière, et par conséquent d'exclure l'âme de l'instabilité à laquelle la matière est toujours soumise. C'est d'ailleurs à cet usage qu'est tout spécialement destinée la proposition examinée ci-dessus, ce pourquoi elle est le plus souvent exprimée aussi de cette façon. L'âme n'est pas corporelle. Or, si je peux montrer que, quoique l'on concède toute valeur objective à cette proposition cardinale de la psychologie rationnelle, entendue purement au sens d'un simple jugement de la raison, procédant à partir de catégories pures, à savoir que tout ce qui pense est une substance simple, on ne peut cependant faire le moindre usage de cette proposition en ce qui touche à l'hétérogénéité ou à l'affinité de l'âme avec la matière. Ce sera comme si j'avais montré que cette prétendue connaissance psychologique rentre dans le champ des simples idées auxquelles manque la réalité de l'usage objectif. Dans l'esthétique transcendantale, nous avons établi de manière incontestable que les corps sont simplement des phénomènes de notre sens externe et non pas des choses en soi. En vertu de quoi nous pouvons dire à bon droit que notre sujet pensant n'est pas corporel, c'est-à-dire qu'étant donné que nous nous le représentons comme objet du sens interne, il ne peut être, en tant qu'il pense, un objet des sens externes, c'est-à-dire un phénomène situé dans l'espace. Or, cela revient à dire que des êtres pensants ne peuvent jamais se présenter à nous, comme tels, parmi des phénomènes extérieurs, autrement dit, que nous ne pouvons pas intuitionner extérieurement leurs pensées, leur conscience, leurs désirs, etc. Car tout cela relève du sens interne, c'est évacuer encore l'expérience du langage. De fait, une telle argumentation semble correspondre aussi à l'argument naturel et populaire auquel paraît en être arrivé depuis longtemps le sens commun lui-même et à la faveur duquel il a, très tôt déjà, commencé à regarder les âmes comme des êtres totalement distincts des corps. Néanmoins, bien que l'étendue, l'impénétrabilité, la composition et le mouvement, bref, tout ce que les sens externes peuvent nous livrer, ne soit ni pensée, ni sentiment, ni inclination, ni volition, ou que de tels éléments ne puissent y être contenus que comme n'étant les objets d'aucune intuition extérieure, il se pourrait éventuellement que ce quelque chose qui est au fondement des phénomènes extérieurs et qui affecte notre sens de telle manière qu'il reçoit les représentations d'espace, de matière, de figures, etc. soit aussi considéré comme noumen, ou, mieux, comme objet transcendantal,
en même temps le sujet de ses propres pensées, quand bien même, à travers la manière dont notre sens externe s'en trouve affecté, nous n'obtenons aucune intuition de représentation, de volition, etc., mais seulement des intuitions de l'espace et de ses déterminations. Mais ce quelque chose n'est ni étendu, ni impénétrable, ni composé, puisque tous ces prédicats ne concernent que la sensibilité et son intuition, en tant que nous sommes affectés par de tels objets, qui nous sont d'ailleurs inconnus. Au demeurant, ce qui se trouve ainsi exprimé ne nous donne nullement de quoi connaître de quel type d'objet il s'agit, mais uniquement qu'à cet objet comme tel, considéré en lui-même et hors de sa relation au sens externe, ces prédicats, A359, qui sont ceux des phénomènes extérieurs ne peuvent être attribués. Simplement est-il établi que les prédicats du sens interne, représentation et pensée, ne lui sont pas contradictoires. D'après quoi l'âme humaine, même à travers la simplicité de nature qu'on lui accorde, ne se trouve en rien suffisamment distinguée de la matière quant à son substrat, si l'on envisage celle-ci, comme on doit le faire, simplement en tant que phénomène. Si la matière était une chose en soi, elle se distinguerait entièrement et vraiment, en tant qu'elle est un être composé, de l'âme prise en qualité d'être simple. Mais il se trouve que la matière est simplement un phénomène extérieur, dont le substrat n'est connu par absolument aucun prédicat que l'on puisse indiquer. Par suite, je puis parfaitement admettre que ce substrat soit simple en soi, même s'il produit en nous, par la façon dont il affecte nos sens, l'intuition de l'étendue et donc du composé, et que donc la substance à laquelle, du point de vue de notre sens externe, appartient l'extension, renferme également en elle-même des pensées susceptibles d'être représentées, avec conscience, par son propre sens interne. Ainsi, le même être qui, sous un certain rapport, est dit corporel serait en même temps, sous un autre rapport, un être pensant, dont les pensées certes ne peuvent être intuitionnées dans le phénomène, mais dont en tout cas les signes de ces pensées peuvent l'être. Par là disparaîtrait cette façon de s'exprimer selon laquelle les âmes seules, entendues comme espèce particulière de substance, pensent. Mieux vaudrait dire, comme on en a l'habitude, que les êtres humains pensent, c'est-à-dire que le même être qui, en tant que phénomène extérieur, est étendu et intérieurement, en soi-même, un sujet qui n'est pas composé, mais au contraire est simple et pense. Sans toutefois s'autoriser de pareilles hypothèses, on peut en général remarquer que, si j'entends par âme un être pensant en soi, la question de savoir si l'âme est ou n'est pas de même espèce que la matière, laquelle n'est aucunement une chose en soi, mais correspond seulement à un mode de représentation en nous, est déjà mal posée elle-même, car il va sans dire qu'une chose en soi est d'une toute autre nature que les déterminations simplement constitutives de son état. Néanmoins, si nous comparons le moi pensant non pas avec la matière, mais avec ce qu'il y a d'intelligible au fondement du phénomène extérieur que nous appelons matière, nous ne pouvons pas non plus dire, ne sachant absolument rien de ce fond intelligible, que l'âme s'en distingue de quelque manière intrinsèquement. Ainsi la simplicité de conscience n'est-elle pas une connaissance de la nature simple de notre sujet, en tant que, comme être simple, il doit être distingué de la matière comme être composé. En fait, si ce concept, dans l'unique cas où il peut être utilisé, c'est-à-dire dans la comparaison de moi-même avec des objets de l'expérience externe, n'aide pas à déterminer ce qu'a de spécifique et de distinctif la nature du moi, on peut alors toujours prétendre savoir que le moi pensant, l'âme, nom dont on se sert pour désigner l'objet transcendantal du sens interne, est simple. Pour les raisons qu'on a indiquées, cette manière de s'exprimer n'a pourtant aucun usage qui s'étende aux objets réels et elle ne peut donc élargir le moins du monde notre connaissance. Ainsi s'effondre, avec son principal soutien, toute la psychologie rationnelle et nous ne pouvons pas plus ici qu'ailleurs espérer étendre nos vues par de simples concepts, encore moins, même, par la simple forme subjective de tous nos concepts, à savoir la conscience, sans rapport à une expérience possible. Et ce d'autant plus que le concept fondamental lui-même d'une nature simple est tel qu'on ne peut le trouver nulle part dans aucune expérience et qu'il n'y a par conséquent aucune voie qui permit d'y parvenir comme à un concept possédant une validité objective. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.